Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode bonus 52. Mais où est donc passée la capitale ? Dans l'histoire romaine assez fantasque, écrite par le chroniqueur byzantin Zonaras au XIIe siècle, on trouve le paragraphe suivant sur l'empereur Honorius à Ravenne. Il n'avait que 10 ans lorsqu'il prit possession de l'empire d'Occident. Mais Stylicon, que Théodose son père lui avait donné pour tuteur, gouvernait en son nom. Comme il avait reconnu que sa propre stupidité l'avait rendu odieux aux personnes de qualité de Rome et leur avait donné lieu de former diverses entreprises contre sa propre personne, il se retira à Ravenne et envoya des ambassadeurs à Alaric, roi des Vandales ou des Goths, pour l'exciter à mettre le siège devant Rome. Histoire des Romains, Jean Zonaras. Alors pour répondre à la question posée par un de nos auditeurs nommé Nicolas, la longue déliquescence de l'Empire romain rend difficile de suivre précisément la localisation des diverses capitales de l'Empire à partir du IIIe siècle. Alors, bien malin qui peut pointer un événement particulier marquant le début de la fin pour le rôle prééminent de la ville éternelle dans la civilisation romaine. Mais très clairement, on peut affirmer que le contrôle progressif du pouvoir par l'armée et ses généraux, composés majoritairement de provinciaux dès le IIe siècle, annonce le déclin du rôle central de Rome au sein de la civilisation née dans cette petite ville d'Italie. Septime Sévère, natif de Libye, marque un premier décrochage entre la capitale et l'Empire, avec le dédain manifeste qu'il oppose au Sénat dès sa prise de pouvoir, au début du IIIe siècle. Puis la crise généralisée qui s'installe pendant 50 ans à la fin de sa dynastie, suivie par la reprise en main de l'Empire par Dioclétien, anéantit définitivement le pouvoir de Rome comme de son illustre assemblée. L'empereur soldat et bâtisseur origine d'Illyrie reconstruit un État où le Sénat n'a plus le moindre rôle réel, car la machine impériale est désormais totalement mise en place et contrôlée par ce qu'il faut bien appeler des monarques détenteurs de la totalité des pouvoirs et vivant tous au loin, sur les frontières et à la tête de leurs armées. Dioclétien et ses successeurs n'anéantiront pas le Sénat, vu le symbole qu'il représentait dans le monde romain, mais en feront une coquille vide, simple relique du passé où les aristocrates se rencontraient pour bavasser, tentant vainement de défendre à coups de pétitions et de délégations les traditions de l'Empire comme son paganisme. Quant à la ville elle-même, elle a aussi, son rôle officiel disparaît au IVe siècle. L'empereur impose par le système de la tétrarchie un transfert des capitales vers les 4 premières villes que sont Trèves, Milan, Nicomédie et Sirmium, bien mieux placées vis-à-vis des menaces aux frontières. Ces centres urbains serviront surtout de base pour l'administration impériale, tant légale que fiscale et judiciaire, les empereurs et césars du IVe siècle restant la plupart du temps au loin, en campagne, tant que leur rôle restera celui de chef de guerre. Même si on continue de parler de Rome en tant que concept, ce que feront d'ailleurs ces hommes pendant des centaines d'années jusqu'à la chute même de Constantinople en 1453, la ville en tant que centre de pouvoir n'existe plus dès la fin du IIIe et sa capture par Alaric en 410, si elle a choqué les contemporains, n'a eu aucune importance significative à l'échelle de l'Empire. Si Constantinople va s'imposer comme le centre de pouvoir à l'Est, les autres capitales vont se déplacer plusieurs fois à l'ouest au gré des défaites. Trèves, première cité pilotée par Constance Chlore, perd sa prééminence pour Lyon lorsque la frontière commence à craquer sérieusement au début du Ve siècle. Une capitale transférée une dernière fois à Arles avant sa disparition totale. Quant à Milan, première capitale de l'Auguste Maximien, elle sert de base à tous les Césars, Augustes ou usurpateurs de l'Ouest jusqu'en 402, lorsqu'Honorius,
devant la menace des Goths, finit par se réfugier à Ravenne sur l'Adriatique, dernière ville du pouvoir qui s'éteindra progressivement avec la dislocation de l'Empire sur l'Italie. Alors, le concept de capitale va toutefois ressurgir de manière assez paradoxale pour nos oreilles modernes chez les Mérovingiens, car les différents rois, Clovis comme tous ses descendants, vont reprendre cette idée à leur tour et réinvestir de vieilles cités romaines pour en faire le centre officiel de leur pouvoir, que ce soit pour célébrer des mariages ou des enterrements ou réunir des conciles d'évêques importants. Chaque royaume mérovingien dispose bien à partir du VIe siècle d'une capitale en propre, ville positionnée comme l'épicentre de son pouvoir. Un point central donc, où s'enracine leur autorité religieuse et politique. Paris prend un rôle particulier sous Clovis par exemple, où il se fait d'ailleurs enterrer. Mais certains de ses fils iront se localiser à Orléans ou à Soissons, avant que ses petits-fils, eux, ne s'établissent officiellement à Metz ou à Chalon-sur-Saône par exemple, au gré des découpages successifs du territoire. Autant de sous-royaumes francs qui se constituent au fil du temps avec autant de capitales. Mais l'étrangeté pour nous, c'est ce qu'on appelle le palais royal, qui ne se manifeste pas comme un lieu en tant que tel. Non, le palais, c'est en réalité le petit groupe de dignitaires qui gravitent autour du roi, en faisant marcher la machine étatique, aussi petite soit-elle. Un groupe qui vit et qui se déplace avec le monarque dans ce qu'on va appeler des villas, c'est-à-dire une poignée de propriétés de campagne, situées à proximité de ses capitales officielles, où les souverains passent en fait le plus clair de leur temps. On y a longtemps vu la trace de leur identité germanique, semi-nomade, mais cette idée est largement rejetée par les historiens désormais, puisque les Germains étaient aussi sédentaires que leurs voisins du Sud. Disons plutôt que la civilisation romaine était urbaine, c'est vrai, mais le haut Moyen-Âge, lui, était vraiment rural, avec des monastères et des villages s'établissant au cœur des centres de production agricole du royaume. Les Mérovingiens, probablement à l'image des anciens empereurs, vivaient donc à la campagne, tout en restant en bordure des cités qu'ils appelaient leur capitale. En vivant dans des grandes propriétés rurales, ils pouvaient plus facilement nourrir chevaux et troupes armées professionnelles qui les suivaient partout, disponibles pour chaque opération militaire urgente chez un voisin ou un parent. Tant que la cour des dignitaires entourait ces rois dans leurs déplacements, d'une villa à une autre, le palais était de fait itinérant tout simplement. Les capitales, avec un C majuscule, réunissant le souverain, son administration et les lieux symboliques de son pouvoir, ne referont leur grand retour en Occident qu'après un bon millénaire d'éclipse. Probablement moins sous l'effet d'une mode que quand la renaissance d'une administration conséquente, d'une activité commerciale plus soutenue et des techniques plus sophistiquées pour bâtir en dur des constructions religieuses et militaires rendront de nouveau pertinent la fixation du pouvoir au cœur d'une cité. En attendant, les quelques siècles de domination des rois francs vont nous forcer à nous replonger dans un monde où, quel que soit le nom de la capitale, c'est la présence du roi qui faisait le palais, pas le choix plus ou moins arbitraire d'une cité. Bienvenue dans le monde des Mérovingiens.